Personne ne décide du jour au lendemain de créer des systèmes d'information complexes. Et pourtant, quelques années plus tard, beaucoup d'entreprises se retrouvent avec tout plein d'applications, des flux hyper complexes à gérer, des données qui vont être dupliquées un peu partout dans le système d'information et surtout une poignée d'experts qui vont être les seuls à avoir la connaissance et de par lesquels on ne peut pas se passer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Astrocast. Je suis très très content de vous accueillir et aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, on va parler architecture de systèmes d'information et pas avec n'importe qui. Mon premier invité va être Rémi. Rémi, tu es consultant architecte chez Eleven Labs. Comment ça Bonjour, va? ça va très bien et toi? Écoute, ça va super. Et puis, nous avons également Charles-Éric. C'est ta deuxième venue à l'Astrocast, mais la première fois qu'on te voit, car la première fois, on n'avait pas l'image, mais cette fois, normalement, on l'a. Comment ça va, Charles-Éric? Tu es aussi architecte. Tu peux peut-être nous en dire plus aussi sur ton rôle au sein d'Eleven Labs. Ouais, bah ça va bien déjà, merci. Merci de nous accueillir ici. Ouais, je suis architecte entreprise et solutions chez Eleven Labs, chez différents clients de différentes tailles, dans des contextes très différents. Ça va être intéressant d'en discuter, donc aussi bien des petites entreprises type PME ou des gros groupes, institutions nationales. Trop bien. Et Euh, justement, on va pouvoir rebondir sur les différences qu'il y a pour ouais. comment on architecture des DSI, mais avec différentes tailles comme ça d'entreprises. Mais la première question que je veux vous poser avant tout, c'est on va essayer de définir un petit peu le terme. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui architecture, un système d'information et quelle est la différence entre un système d'information et l'architecture technique d'une application, selon vous? Peut-être Rémi, tu veux commencer. Bonne question et c'est pas la plus simple pour commencer. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a plusieurs layers, plusieurs strates dans un système d'information. On va avoir la plus petite brique qui va être l'application, le morceau de code qui tourne quelque part. Ensuite, on va avoir une vision peut-être un peu silotée d'un système qui fonctionne. Vous prenez un grand groupe, vous avez le système de la compta, vous avez l'e-commerce, vous avez la vente, la gestion, le stock, tout ce qu'il y a. Et puis, bah, vous avez la strate, on va dire la plus grande qui est à l'échelle du groupe, de la société. Donc, c'est peut-être ce regroupement-là, mais peut-être x5, x10, quand vous avez des grands groupes internationaux, vous avez des échanges, vous avez 5 comptas, vous avez 6 systèmes, 6 SI de logistique. Et donc, on a on va dire un rôle et un poste qui peut s'adapter à ces différentes échelles, ce qu'on appelle les architectes techniques, les architectes solutions, architectes applicatifs, et on va dire jusqu'à la plus grosse maille qui est l'architecte d'entreprise. Ouais. Ouais. Et au-delà de tout ce que tu as dit là, sur les différents niveaux de système et de SI, il y a aussi toute la partie organisation d'une DSI qui fait aussi un peu partie de l'architecture d'entreprise. On ne parle pas seulement des systèmes, mais aussi de comment c'est organisé, comment c'est processé et comment aussi, en termes de gouvernance, communiquer et travailler avec des métiers qui ne sont pas au sein de la DSI. Ouais. Donc il y a aussi tous ces aspects-là, ouais, un peu politiques parfois dans les gros groupes. Très politique. Ouais. Et alors justement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus d'architecture des systèmes? Pourquoi est-ce que ça revient très fort dans les DSI selon vous? Vous avez des expériences plutôt différentes chez des clients différents. Est-ce que vous rencontrez le même genre de problématiques? Est-ce que vous ressentez aussi ce phénomène de ça redevient quelque chose de très important aujourd'hui? Pour moi, ça a toujours été un rôle qui est essentiel. Après, il y a pas tout c'est pas toujours identifié dans toutes les entreprises qu'on a ces besoins-là et besoin de cette structure, pour, définir des bases saines sur lesquelles après, construire un SI dans le temps. Peut-être que là, en ce moment, avec l'IA, ça revient un peu plus parce que pour être plus performant et pour accélérer encore plus, être augmenté, par l'IA, on a besoin encore plus d'avoir de la structure. Ça ne peut marcher que si tout est bien structuré. On a besoin notamment de data, qui sont, accessibles pour apporter du contexte à l'IA, donc on a besoin d'avoir des SI qui sont mieux connectés. Après, voilà, il y a sûrement aussi un facteur qui est toujours là, facteur économique. Quand on est, dans des périodes où on est un peu plus challengé sur les budgets, on a besoin de rationaliser, donc on a besoin potentiellement de merger des systèmes et des SI. Du coup, ça implique d'avoir une vision d'ensemble, de cartographier les existants, comprendre quels sont les impacts, comprendre comment on va pouvoir changer tout ça, restructurer. Ça, sans une vision d'architecte, c'est impossible. Ouais, Ouais. c'est plutôt bien dit. Puis je pense qu'il y a effectivement cette notion de cycle de technologie. Il y a 10 ans, on courait après la data qui était le gros moteur, le gros levier, etc. Donc, il y a eu cette phase de foisonnement où tout le monde a lancé ses systèmes et puis après, ça s'est un petit peu réindustrialisé. Il y a eu le Covid aussi qui a changé beaucoup de choses parce que, mine de rien,
Il y a beaucoup de systèmes qui se sont beaucoup numérisés. Moi, je travaille plutôt la grande distribution. Bah, vous avez des modèles de gens qui allaient faire leurs courses en physique qui sont passés sur du modèle drive ou à livraison à domicile. Voilà. Donc, il y a aussi des changements qui sont plutôt liés effectivement économiques ou sociétales, des choses qui bougent. Et donc, par phase, on peut avoir des focus un peu plus orientés. On a besoin de recentraliser, de chercher des coûts, ou d'aller plus vite, ou d'être plus fort. Voilà. Ouais. Les DSI s'appuient aussi beaucoup sur des éditeurs, historiquement, qui leur livrent des ERP clés en main, qui vont gérer la logistique, le CRM, voilà, des trucs comme ça. Ces outils, ils évoluent beaucoup. Ils sont beaucoup challengés aussi par des nouveaux entrants, des nouveaux éditeurs d'OPALIA notamment. Et donc forcément, comme ces outils évoluent, ça challenge aussi pas mal les DSI. Et pour évaluer la possibilité d'intégrer une nouvelle solution pour remplacer une solution historique, là encore, il y a besoin d'architectes. L'IA, on va revenir juste après parce que c'est très intéressant sur en quoi est-ce que ça change la manière dont on conçoit ces systèmes d'information. Mais ma question, et j'en parlais un petit peu aussi dans l'introduction, c'est que souvent, on n'a pas forcément la vision dès le départ de à quoi va ressembler toute l'architecture du SI à la fin. À quoi ça ressemble un système qui se construit en fait petit à petit par empilement comme ça dans la vraie vie? Et ben, dans la vraie vie, il n'y a pas d'architecte au début, rarement, Ouais. puisque soit on est sur une initiative startup, scale-up, et on cherche à croître très vite. Là où l'architecte peut être un peu l'ennemi, parce qu'on va avoir tendance à vouloir rationaliser, à donner une direction. Et au début d'une société, on a besoin d'aller très vite, d'évoluer Ouais. très vite, et on a besoin parfois de prendre beaucoup de raccourcis. Nous, on intervient surtout au moment où ces boîtes, elles ont tendance à vouloir se restructurer. En général, on commence à parler un peu d'architecture quand on a les premiers levées de fonds, où on se dit, ah bon, ok, vous avez une solution qui sur papier fonctionne un petit peu, machin, etc. Mais il y a des coûts partout. Charles-Éric le disait tout à l'heure, il va falloir rationaliser. Il y a des choses où vous mettez trop de temps à faire des choses comme ça, etc. Il faut aller plus vite, ou il faut changer. Et c'est à ce moment-là qu'on intervient. Donc on arrive en général avec une bonne pile. Et donc le premier, c'est déjà commencer à donner une direction. On arrive, quel que soit l'historique d'une société ou d'un SI, on n'arrive pas en disant on arrête tout et on reprend depuis zéro. Ça n'existe jamais. Il n'y a aucun business qui fonctionne où on peut arriver et dire on va vous freeze l'intégralité de ce que vous faites pendant 6 mois, 1 an. Puis comme ça, dans 1 an, vous avez un truc qui marche vachement bien. Surtout encore plus maintenant avec le boost de l'IA. En 1 an, il attend de se passer plein de choses. Vous pouvez vous faire manger par votre concurrent, etc. Donc le plus dur déjà d'arriver, c'est déjà commencer à donner un peu un cadre. Plutôt que de partir partout, si on arrive à peu près tous à partir dans une bonne direction, on va dire la moitié du boulot est fait. Et puis après, on va resserrer, histoire d'avoir vraiment une vision qui soit partagée avec tout le monde, une rationalisation des coûts, des solutions, de l'infra, enfin voilà, ça prend toutes les stades de l'organisation aussi. Je le disais tout à l'heure, mais quand vous avez plusieurs sociétés, et en plus des sociétés qui s'empilent, aussi le phénomène de rachat, vous rachetez un SI. Et donc, vous vous retrouvez avec 2 infrastructures, avec potentiellement 2 sites de vente, 2 sites de paiement, 2 choses comme ça. À un moment donné, vous prenez le cas de la Fnac Darty, quand ils ont fusionné, ils avaient 2 SI complètement différents qui fonctionnaient complètement. Bon. Maintenant, une fois qu'on est là, comment on fusionne tout ça et comment on s'assure à avoir un coût divisé par 2, quoi. Mais tu parles du coup du moment auquel l'architecte va arriver un peu dans la danse, au moment où il arrive. Comment est-ce qu'on sait quels sont les signes qui indiquent peut-être on est un petit peu en perte de contrôle justement de notre système d'information et que là, ça y est, on a besoin d'un architecte. Tu disais, quand on a une levée de fonds, sous-entendu, là, on a de l'argent, on va investir dans l'architecte. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs aussi qui nous montrent que là, ça devient un petit peu chaud, on a vraiment besoin d'un architecte, sinon on court, on va dans le mur? Ouais, il y a des signes de perte de contrôle. Tu disais au début à quoi ça ressemble. Un SI construit par empilement, ça peut ressembler vraiment à rien du tout. Ça peut être vraiment le chaos total avec des systèmes qui sont là, qui tournent en prod et que personne ne connaît, qui ne sont pas documentés. Vraiment, ils ont été oubliés sur un serveur quelque part. Seuls les 10 utilisateurs finaux qui l'utilisent au quotidien et pour qui c'est vraiment complètement critique pour faire leur métier au quotidien le connaissent. Personne au sein de la DSI le connaît. Ça, c'est des signes que je vois beaucoup, ça. Vraiment les systèmes qui sont oubliés de tous, quoi, et qui pourtant sont essentiels pour la prod. Après, voilà, ça se constate aussi sans être si extrême que ça, d'avoir effectivement des systèmes pas du tout documentés.
connu de personne. Et après, pour moi, la première étape qui est pour moi la plus difficile, c'est justement de cartographier cet empilement pour bien se rendre compte de qu'est-ce qu'on a, quelles sont les briques qui sont en doublon, avec les 3-4 CRM en doublon, les 3-4 systèmes de logistique en doublon. Après, cartographier tous les flux un peu à l'ancienne, avec le fichier qui est transféré sur un SFTP dans un coin, puis traité par un truc dans un placard, par quelqu'un qui a fait ça directement intégré dans son Excel, qui tourne en local sur sa machine. Voilà. Tous ces trucs-là, d'aller les cartographier, ça implique souvent, quand il n'y a pas de doc, d'aller faire des entretiens avec les sachants. Ouais, j'allais te demander comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on cartographie? Est-ce qu'on a des outils? C'est de Comment l'archéologie, souvent. Ouais. C'est ça. Je pense que le bon terme, c'est l'archéologie. Les premières années, c'est tu arrives avec ta pioche et littéralement, tu vas creuser et tirer une petite ficelle. En général, la petite ficelle, c'est on a quelque chose qui marche pas ou on a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Ce qui est d'ailleurs aussi un bon signe c'est le SI qui s'effondre sous lui-même parce que au début, on va très très vite et on en met partout. Et puis au bout d'un moment, quand on commence à dire il faudrait rajouter un tout petit truc, on dirait il faut 6 mois. Ouais. Très bon indicateur. Quand il faut 6 mois pour modifier une petite page, un petit machin. Et puis effectivement, l'absence et c'est souvent d'ailleurs lié à l'absence de connaissances parce que c'est une personne qui connaît, qui est peut-être en vacances, qui est partie, il y a eu du roulement, etc. Ouais. Et effectivement, c'est de l'archéologie, c'est beaucoup de j'allais dire d'entretien, mais beaucoup de prise de connaissances techniques, métiers, clients, des responsables d'application, de l'infra. Et notre but, c'est d'essayer de... Chacun a sa petite lucarne dans laquelle il voit le produit. Et le but, c'est d'aligner toutes ces petites visions pour essayer d'en avoir un truc un peu global. C'est déjà pareil, c'est un gros morceau du boulot. C'est de réussir après à réaligner toutes les planètes. Il y a des gens qui sont persuadés que ça fonctionne d'une manière et pas du tout. Donc il y a aussi ce côté un peu comme avec l'IA de oui t'inquiète, ça fonctionne comme ça, je suis sûr. Et puis tu lui dis mais non, ça fonctionne pas comme ça. Il fait mais t'as totalement raison, ça fonctionne pas du tout comme ça. Ça on le voit aussi beaucoup. Ah oui, non mais c'est quelque chose. Hein. Et donc derrière, c'est effectivement c'est documenté. Et je rebondis. Enfin les outils. Je pense que le bon outil, c'est l'outil qui est utilisé en interne. Tu vois, des outils pour de la documentation technique, d'architecture, de schéma, de machin, il y en a plein. Mais pour que ça marche et que ça ait un réel impact, il faut que ce soit consulté. Et pas que par les architectes. Parce que nous, après, on a une bonne vision, c'est bien, mais si on devient le prochain goulot d'étranglement pour faire n'importe quoi, encore une fois, on a ce mauvais rôle. C'est clair. Donc, ce qui est important, c'est que ce qu'on arrive à poser, à trouver comme information, elle soit au maximum partagée et consultable facilement. Donc, il faut éviter les schémas dans les codes, les trucs avec des codes un peu spécifiques qui sont utilisés par personne. Voilà, il faut réussir à avoir un langage et un moyen de poser cette description du SI qui soit consultable par tout le monde et par des gens qui ne sont pas encore là. Donc, dans 5 ans, quelqu'un qui va se poser la question « Pourquoi vous avez fait ce truc-là comme ça ? C'est un peu bizarre. » On l'a fait bizarre parce qu'à la base, c'est bizarre et qu'on s'est adapté et qu'on essaie de faire un truc qui tient un peu la route. Ouais, tu parlais aussi de. Enfin, ta question, c'était quels étaient les outils. Donc, les outils qui sont utilisés au sein de l'entreprise, notamment pour produire de la documentation. Quand on part du constat qu'il n'y a pas de connaissances partagées, pas de documentation, le mieux, c'est de la construire et de la rendre collaborative avec un support qui est vraiment partagé de tous, centralisé, adopté par tous, sur lequel, en tant qu'architecte, tu contribues, mais pas que. Après, il faut que tout de suite, les équipes prennent la main dessus et continuent de collaborer. Pour revenir aux outils, il peut arriver aussi que vraiment on trouve zéro info, il y a zéro doc et pas de sachant. Il peut y avoir potentiellement des solutions qui ont été bien vendor lockées, qui sont toujours en place, et le vendor qui donne zéro info. Quand on a le luxe d'avoir accès aux sources des applications, et maintenant, ce qui marche bien aussi, c'est d'aller analyser le code et de s'aider de l'IA pour aller faire du reverse engineering du code et aller comprendre comment les règles métiers ont été implémentées, quels sont les flux, avec quoi c'est connecté, tout ça. Quand on a ce luxe-là, c'est un outil qui est gros secteur qui fonctionne bien, qui est pas mal. De plus en plus. La rétrodoc boostée à l'IA,
Parce que pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est coûteux. Enfin, faut rentrer dans le code, il faut s'assurer, faire la liaison entre ce que tu vois et de ce qui est exécuté, Puis les le actions truc, métiers, les choses comme ça. ce Enfin, que tu disais dans la doc, c'est écrit que ça fonctionne comme ça. Oui. On me dit que ça fonctionne comme ça. Tu vas relire le code. Ah, ça fonctionne pas comme ça, regarde. Et C'est la comme ça que vérité ça est dans le marche. code. Ouais. Et donc, Quand pour tu vous, as accès au c'est code, la source de vérité, c'est le C'est code. vrai. c'est important que tout architecte ait un gros background du coup technique aussi pour qu'il puisse faire ce genre de choses, aller consulter le code ou se pour Après, voir là, un peu quand Peut-être on de est dans moins en moins maintenant, ouais. je dirais. Mais Ouais. Quand on est en tout cas sur le type d'organisation qu'on décrit là, c'est des gros groupes. Souvent, c'est pas un architecte, c'est des équipes. Donc après, il faut des gens qui sont complémentaires, qui savent aussi travailler avec des développeurs seniors qui sont en place, qui du coup, ils peuvent aller aussi chercher les informations sans avoir un énorme background technique. Après, il faut des techniques dans tous les cas. Si c'est pas le. Ouais, oui, c'est il sûr. faut se reposer sur les Ouais. gens qui sont en place. Bien sûr, ouais. Est-ce que j'allais vous demander quelles étaient les premières étapes? On commence par quoi? Bon, on a déjà un petit peu répondu, cartographier, Ouais. s'entourer, d'experts techniques parce que j'imagine qu'on n'est pas tout seul. Qui sont les premiers aussi interlocuteurs, qu'on va aller voir et avec qui on va échanger? Quoi, des tech leads s'il y en a, mais s'il y en a pas parce que c'est une plus petite structure, on va voir qui? Des développeurs directement, Technique de l'entonnoir, c'est tu commences au plus haut, tu essaies d'avoir ta plus grande vision. Donc en général, on est plutôt mandaté par un équivalent CTO, donc mélange tech et un peu gestion de l'orga, etc. Et puis après, tu descends. C'est-à-dire que si tu arrives à avoir des responsables d'équipe, des tech leads, lead tech, tu vas t'adresser à eux. S'il n'y en a pas, ou il n'y en a plus, ou ils sont nouveaux, tu descends. Puis encore une fois, quand tu es arrivé tout en bas, la vérité, c'est le code. Donc tu te débrouilles toi. Mais le but du jeu, dans tous les cas, c'est qu'en général, là, dans ces rôles-là d'architecte d'entreprise, on part sur des solutions qui sont extrêmement grosses. Ça m'est arrivé de travailler dans des contextes où il y a plus de 4000 applications. On ne peut pas aller chercher dans 4000 applications la vérité. Donc, tu as besoin de te reposer, d'identifier les gens. Et surtout de te focus sur le rôle ou en tout cas le mandat qu'on t'a donné. Parce qu'à un moment donné, ouais. faire la cartographie d'un SI, c'est bien. Si derrière, tu as une équipe qui, je sais pas, tu as 100, 200, 300 devs, quand tu as fini ta carto, ta carto, elle est déjà plus valable en fait. Elle a changé parce que le produit évolue de plus en plus vite, en plus potentiellement. Donc, tu as besoin aussi d'avoir des focus très très précis, te dire, ok, ça c'est mon point de vue vérité d'un tout petit élément, et tu les accumules. Puis après, il faut les rafraîchir, les remettre à jour, etc. Mais la grosse vue du SI, celle-ci, elle est très compliquée, très coûteuse à faire. Et on fait comment Et à quand maintenir. il y a une brique, on ne sait plus comment ça marche? On ne sait plus parce qu'on a perdu la connaissance, on a perdu les gens. Il y avait du bus factor parce qu'il n'y avait que 2 personnes qui savaient, elles sont parties. Est-ce que ça arrive et comment on fait dans ces cas-là? Alors, tu as la bonne et tu as la mauvaise technique. Tu as la mauvaise technique, c'est tu coupes et tu attends de voir qui crie au scandale. Ouais, c'est ça. Alors, dans C'est certains important. cas, ça nous est déjà arrivé de le faire. Je veux dire, réellement, où tu as quelque chose que tu ne sais pas. Tu Et n'as si- plus aucune connaissance. Et s'il y a des gens qui crient, ça prouve que c'est utilisé. Et déjà, tu as un premier contact. Tu as des Et utilisateurs potentiellement, voilà, tu as déjà qui ton sont point d'entrée, capables ta de te petite morceau de montrer ficelle. les interfaces, qui sont capables d'aller se connecter dessus, va te dire dire, regarde, ça sert à ça. Je demande à telle personne que j'ai besoin de faire une évolution, un machin, etc. Donc, Ouais. c'est ton petit morceau d'accroche, ton petit morceau de ficelle que tu vas vouloir remonter. Et après, est-ce qu'il y a vraiment d'autres bonnes solutions à part vraiment creuser et essayer de trouver quelqu'un? Des Non, appels mais- à témoins, ça arrive. Ça m'est arrivé une Mhm. fois d'en faire. De prendre la mailing list et de dire je suis désolé, mais il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Parce que quelqu'un a déjà entendu parler de ce produit. Ouais. Tu mets 3000 personnes dans la boucle, t'as littéralement cassé les pieds à tout le monde, mais t'as une personne dedans qui sait. connaît et qui te répond. Ok, C'est l'aiguille dans la meule de foin, là, littéralement. ok. Ça arrive normalement pas très souvent. Normalement, ça arrive pas très Ouais, souvent. c'est vraiment les cas extrêmes. Hein. Ok. Là, on est vraiment du coup sur déjà, on audite, on cartographie, on voit, c'est l'état des lieux. Maintenant, une fois que l'état des lieux est dressé, qu'est-ce qu'on fait? Comment on sait qu'on est sur la bonne trajectoire? Et quelles sont les actions qu'on met en place? Quelle est la roadmap, quoi? Comment on fait ça? On doit définir une cible déjà. Souvent une cible long terme. On cible sur 3 ans, voire 5 ans. Après, ça dépend toujours de la taille du groupe. On doit tenir compte des objectifs des directions techniques, CTO, DSI, et aussi des objectifs business. Ce que la priorité, elle va être sur, il peut y avoir vraiment des objectifs donnés par la direction en termes de business qui ont des impacts sur les systèmes. Donc, on va dire, la priorité dans un groupe média, que je ne citerai pas en ce moment, c'est de faire du streaming first
Donc, ça a des impacts sur les sites de fabrication et de broadcast des médias pour faire du streaming first. Et Il peut... objectifs qui peuvent être contradictoires en plus, parce que entre le business et la tech, réduction Ouais. des coûts, je veux multiplier par 2 mon audience. Ouais. Voilà. Faut trouver la petite formule magique qui permet d'y aller à base de je réduis, j'optimise, je fais des choses, quoi. Ouais. Effectivement, ouais, il peut y avoir vraiment plein d'objectifs à prendre en compte. Ouais, et donc, il faut tenir compte de tous ces objectifs, définir une cible qui souvent est ambitieuse au début. Ensuite, Inatteignable. Inatteignable. Il faut la présenter à tous, se faire challenger. Ouais. Puis pour après, du coup, revoir et être souvent un petit peu plus pragmatique. Tenir compte de la politique, de telle solution. De toute façon, elle est là, on n'a pas le choix. Le DSI a serré la main de tel éditeur il y a X années. Le contrat, il est là, il ne va pas bouger. Cette solution, elle est là, elle restera. Okay. Tu as toujours aussi ce genre de truc à prendre en compte. Et après, une fois que la cible est définie, effectivement, il faut définir toutes les étapes pour y arriver. Avec quelles équipes, avec qui, avec quel partenaire, avec quel partenaire qui peut être une ESN, qui peut être un éditeur qui fait évoluer son produit pour que ça matche ta nouvelle cible, tes ressources internes. Ça veut dire potentiellement des plans de recrutement. Ouais. Parce qu'une fois que tu as tous ces objectifs qui sont là, que tu as adressés, du coup, c'est bien beau, mais ensuite, qui va porter en fait ces choix architecturaux? Parce que l'architecte, lui, va donner des préconisations, il va donner sa roadmap, etc. Mais derrière, il faut que tout le monde suive, quoi. C'est la responsabilité de qui derrière? Les devs, le métier, c'est qui? Ça dépend du contexte et du mandat qu'on t'a donné. Tu peux avoir un rôle décisionnaire en tant qu'architecte, dire c'est moi qui définis la cible technique ou structurelle et on la suit. Tu peux avoir un rôle plutôt consultatif ou garant ou choses comme ça, où en fait tu es là pour mener les ateliers et t'assurer que tout le monde soit d'accord et en fait plutôt trouver une adhésion du plus grand groupe pour y aller. Et après, surtout, la manière dont tu y vas, c'est faut que tu te rapproches au plus près du fonctionnement des équipes, du métier, de l'organisation. C'est-à-dire commencer à te pointer un petit peu aux réunions de cadrage quand il y en a. Après, c'est toujours pareil, ça dépend aussi dans quelle structure tu as. Il n'existe rien du tout, il faut tout monter. C'est-à-dire il faut monter des comités de cadrage, de réflexion, faire des ADR pour pouvoir noter et garder dans le temps des décisions qui seraient prises, qui seraient structurantes. Enfin, il y a plein de choses à faire. Quand c'est une structure, on a des grosses boîtes, maintenant il n'y a plus de temps de ça, de grosses boîtes qui n'ont pas réellement d'architecte, il y a souvent déjà un début, des structures, etc. Faut te rapprocher, il faut recoller avec des mécanismes métiers qui collent à l'organisation pour te dire, ok, je suis là à tel moment quand on prend les décisions, en général en amont. Quand le métier commence à lever les doigts, à dire, j'ai une idée d'un truc, on pourrait s'intégrer avec tel machin. En général, c'est le bon moment. De toute façon, plus on est là en amont, en général, mieux c'est. Parce que déjà, on est aussi, comme le disait Chéric tout au début, on doit être en capacité aussi de challenger, de travailler avec le métier sur des choses qui ne sont pas du tout techniques et aussi de challenger, aussi. D'arriver, de dire, mais t'es sûr que tu veux faire ça comme ça? Il y a déjà quelqu'un qui fait ça comme ça marche pas. Enfin voilà, on n'a pas que ce rôle lié au système d'information, mais vraiment à la globalité. En tout cas, on n'est pas là pour avoir les bonnes réponses, mais on est là pour avoir les bonnes questions. Et d'arriver et de dire... et qui arbitre à la fin? Quand tu challenges vers, par exemple, le métier, comme tu dis... Qui arbitre dans une société? Ouais, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, quoi. Ouais. 90% du temps, c'est celui qui a le portefeuille. Quelquefois, la tech arrive à imposer des choses parce qu'il y a des choses qui sont imposables. Parfois, c'est le légal. Vous avez passage à la RGPD. Qui choisit? C'est l'Europe. Tu peux choisir de ne pas le faire, mais t'es quand même une obligation de te raccorder au truc. Donc, potentiellement, l'architecte il présente des options et après, c'est la direction de l'entreprise qui, ensemble, avec le CTO, avec le CEO, ils vont peser les pour et contre de chaque solution et arbitrer, quoi. La bonne technique du designer, on a la bonne solution, celle qu'on voudrait, celle qui coûte cher en général. La mauvaise solution, celle qu'on veut pas mais que le métier veut parce que ça va aller vite, ça coûte pas très cher. Et puis, celle un petit peu mitigée, voilà, celle qui est un peu pragmatique, qui dit on va y aller un peu correctement, mais on va pas forcément prendre tous les bons, on va prendre quelques raccourcis pour pouvoir aller vite, suivre le métier, etc. Une fois que tu as ta cible et ta trajectoire qui sont validées par la direction, après tu as la légitimité pour aller auprès des différentes équipes d'exécutants, les éditeurs, les partenaires, les équipes de dev internes,
pour leur dire, bah voilà, c'est ça la cible, pour que ça marche. Toi, Il faut y toi aller, quoi. dans ton périmètre, tu dois faire ça. Du coup, au sein de chaque périmètre, chaque lead développeur ou chaque responsable applicatif doit aussi prendre ses responsabilités pour faire sa part du travail pour aller vers cette vision. Donc ça se décline en fait, tu vois, ça part de la direction et ça se Ok. décline dans les différentes équipes. Ouais. Et quand on va voir, comme tu dis, donc les lead développeurs, toutes les équipes, pour leur dire, bah maintenant, ce qui a été validé, c'est cette architecture-là. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit pas vécu aussi par ces équipes-là comme une contrainte descendante qui vient d'en haut et que ça les embête et que du coup ils vont pas le faire ou le faire mais pas forcément avec la plus grande bonne volonté du monde. Vous parliez que c'est un peu de politique aussi au début. Est-ce que c'est là aussi où ça rentre en jeu pour essayer, pas d'arrondir les angles, mais d'essayer de bien correctement faire accepter la solution pour qu'elle soit aussi bien implémentée derrière par les équipes? Ouais. Bah, Comment est-ce qu'on... déjà, le but, c'est qu'on les équipes, en tout cas les personnes qui vont devoir appliquer ce truc-là, il faut qu'on les embarque aussi au plus tôt. Parce que je veux dire, le meilleur effet, c'est l'effet waterfall où tu as le truc qui leur arrive dessus une semaine avant de développer, on leur dit maintenant vous changez tout, ça va être comme ça. Ça, c'est déjà la très mauvaise idée. C'est, encore une fois, on n'a pas pour vocation d'être non plus des experts dans tout ce qu'on fait. Encore une fois, on n'a pas forcément les réponses, mais on doit poser les bonnes questions. Et c'est ces équipes-là qui doivent aussi apporter les réponses, apporter des inputs techniques, des inputs de temps, de choses comme ça. Donc, il faut les embarquer au plus tôt. Et puis, ce qui va être super, super important aussi, c'est qu'ils soient décisionnaires, aussi, qu'ils puissent apporter leur voix. Normalement, si on fait bien notre travail, comme disait tout à l'heure Charles-Éric, c'est qu'on doit proposer des solutions. Ces solutions, elles ont toutes des inconvénients, enfin, elles ont toutes des choses qu'elles doivent apporter, des choses aussi des aspects un peu contraignants, soit de refonte, de coûts, d'argent, etc. Euh, Quand ce choix-là, il doit être adressé, et que, je sais pas, le CTO va prendre un choix de dire on prend sur la solution 2, si on a bien fait notre travail, on est capable de justifier pourquoi c'est la solution 2. Parce que, il y a un objectif métier de sortir avant la fin de l'année, et en même temps, l'ambition 2030, c'est de faire ça. Donc, il faut prendre une bonne direction, mais aussi aller très vite au début, quitte à se dire, on a un truc qui va partir à la poubelle dans 6 mois parce que, voilà, il faut qu'on soit sorti avant telle ou telle solution, etc. Donc, si on a bien posé des choses, si on a bien fait notre dossier, si on a bien fait notre cadrage, etc., on est capable d'expliquer tout ça et c'est déjà moins perçu comme une contrainte, tu vois. C'est pas, on demande de faire ça, toi tu vas trouver ça stupide, tu vas dire mais je comprends pas pourquoi tu me demandes de faire ça, on va refaire ça dans 6 mois. Si, regarde, je t'explique pourquoi on le fait. Tu as des objectifs métiers, tu as des contraintes techniques et tu as des choses comme ça. Ça, on peut pas, si on va à la bonne contrainte technique, on peut pas y arriver dans les temps. Donc on répond pas au métier et c'est un peu à notre boulot, quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc c'est encore une fois, je pense que la transparence, c'est quelque chose qui est ultra important et de les embarquer dans cette réflexion, de prendre leurs inputs, de dire là, sur cette solution-là, nous, ça va nous coûter de refaire ça. Et donc de mettre ça à la poubelle, faire ça. Ok, d'accord. Donc les impacts, les inconvénients, ça. Normalement, si la vision est très claire et que derrière, tu as le métier qui te dit moi, mon ambition, c'est ça et mon coût, c'est ça, il devrait plus te rester beaucoup de solutions que toi, tu as apportées qui matchent à tous les critères, quoi. Donc, on va dire, sur quelqu'un qui arrive à avoir une compréhension globale de son système, de son entreprise, et dire ok, je comprends pourquoi on fait ça. Je suis peut-être pas d'accord, mais je comprends pourquoi on le fait. Ok. En fait, tout ce qu'on se dit là, c'est vraiment ce qui différencie, je pense, le bon architecte du mauvais architecte. C'est que, en fait, cartographier, bon, c'est un peu challengeant, mais normalement, sauf cas exceptionnel, ça va. C'est pas non plus hyper compliqué, cartographier l'existant. Définir une cible, bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais là aussi, bon, tu as pris tous les éléments, tu connais toutes les contraintes. Souvent, il n'y a pas 1 milliard de possibilités. Si tu veux prendre en compte toutes les contraintes, voilà, ta cible, elle est claire. Là où justement c'est compliqué, c'est quand après tu dois faire avancer, tu dois faire bouger les gens pour qu'ils aillent dans le sens de cette vision et de cette cible que tu as définie. Et du coup, il faut être capable de bien leur expliquer, leur donner la big picture de tout ce que tu as fait en amont en termes de travail de préparation pour qu'en fait, à la fin, ils soient vraiment convaincus que ton approche, c'est la seule possible pour l'entreprise qui prend en compte toutes les contraintes de chacun. Et voilà, tu les as bien impliqués en amont, tu es allé les voir déjà, tu les connais déjà, ils t'ont déjà donné quelles étaient leurs contraintes. Du coup, ça veut dire qu'avant même d'aller les voir pour leur présenter la cible et leur dire tu vas devoir faire ça, tu sais déjà ceux qui vont être contents et ceux qui vont pas être contents. Donc tu arrives déjà préparé, quoi. Il y en a, c'est super simple. Tu sais que voilà, tu as fait ce qu'ils voulaient.
Donc tu leur dis, bah c'est bon, c'est validé, j'ai vu avec les boss, on fait ce qu'on s'est dit. Là, c'est bon, ça te prend 5 minutes, ils savent déjà quoi faire, ils sont déjà partis, même potentiellement, ils ont déjà commencé. Et les autres, tu sais, ceux qui vont avoir une très très forte résistance, mais bon, voilà, tu l'as préparé en amont, quoi. Tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que tu vas galérer, que ça va prendre du temps, il va falloir les accompagner, les prendre par la main, bien tout leur expliquer, leur redire, mais si, je te jure, je suis allé voir le big boss, il a dit ça, il n'y a pas Je le te choix jure sur ce qu'Excel, on peut truc-là. faire autrement qu'Excel. Je Ouais. t'assure que c'est possible, mais vraiment. Ouais, ça demande de la pédagogie. Ouais. Ouais, c'est la partie un peu compliquée, quoi, ouais, Ok. qui peut prendre du temps. Est-ce qu'il y a des types d'ateliers, tu parlais, il faut impliquer les équipes dès le début. Il y a des types d'ateliers qu'on peut faire dès le début comme ça pour accompagner les équipes, ateliers techniques, des comités de pilotage ou quoi, je sais pas, des trucs un peu spécifiques qu'on peut faire pour accompagner les gens le plus tôt possible. Ouais, bah, je pense que tu as mis le doigt, dessus. La forme, encore une fois, on va répondre à côté de ta question parce que la forme, elle va Bien surtout sûr. dépendre de, elle va surtout dépendre de la structure et de ce qui est attendu. Un modèle fonctionne chez un client et ne fonctionnera pas chez l'autre parce que les poids des responsabilités, des choses comme ça ne sont pas les mêmes. Donc le plus dur aussi, c'est là où notre boulot est un peu compliqué, c'est de trouver la bonne formule. Le rendez-vous, le moment où on arrive à prendre contact avec les gens qui vont réaliser, ou en amont ou en aval, et de trouver une forme qui soit pas un frein, mais qui te permet d'avoir une vision globale, qui te permet d'avoir des inputs au plus tôt si tu veux driver un petit peu, et qui te laisse le temps de cadrer et potentiellement tu vois, de travailler en fond sur le sujet. Donc c'est souvent en amont. Alors quand tu as des grosses structures avec des gros cycles agiles type safe où tu as des trains qui travaillent sur 3 mois, c'est un peu facile parce que c'est un peu balisé. Tu as 3 mois en général où on prépare les sujets, tu as 3 mois où toi tu peux bosser. Et le jour où ton nouveau train il commence, normalement tous les sujets qui doivent rentrer en réalisation chez les équipes, etc., tu les as vus ou en tout cas tu les as cadrés, machin. Sur des plus petites structures, très agiles, ou des gens qui travaillent tout seuls, qui bossent dans des trucs, ou avec des SaaS, des solutions un peu extérieures, etc., c'est un poil plus compliqué parce qu'ils ont des cycles qui leur est propres, voire des fois ils ne cyclent pas du tout. Ils prennent au coulant et ils avancent comme ça. Là, c'est un peu plus dur. Là, il faut se faire des amis. Il faut avoir des gens. Il faut avoir nos indices. Non, mais c'est vrai. En fait, il faut avoir le bon métier. Tu vois, le petit chef à la MOA ou à MOE qui est capable de te pinguer quand il y a un sujet. Il fait, mais tu l'as vu passer ce truc-là? Parce que. Ah non, je l'ai pas vu. Tu vois, et c'est bien d'avoir des gens comme ça. Donc ça te coûte quelques pains au chocolat et quelques croissants le matin, tu vois, pour te mettre des gens un peu dans la poche. Et qu'ils soient capables de lever le doigt le jour où ils voient un truc passer, qui disent, c'est bizarre parce que ça ressemble pas à un truc qui a été cadré. Et après, surtout, ce qui va être important, c'est de montrer que quelle que soit la forme que tu prends, que ce soit des comités, nous on a des réunions avec des chapter leads, des choses comme ça, mais quelle que soit la forme que ça prend, l'important c'est de montrer qu'il y a une value à ce truc-là, parce que tu consommes du temps aux gens, quoi qu'il arrive. Donc ce qu'il faut que tu leur montres, c'est que le temps passé, il est au moins remboursé, et si c'est pas x2 ou x3. Donc de dire les 1 heure ou 2 qu'on se voit par semaine sur un sujet, je vais te les faire gagner en x5. Et te dire, si on s'était pas vu là, tu serais parti mis en tête et potentiellement tu aurais raté un coche, tu aurais raté un truc. Et ça, c'est un truc, c'est de la confiance, ça se construit avec le temps. C'est pas, t'arrives pas dans une boîte, tu dis bon les gars, alors maintenant j'ai bloqué tous vos process. Si vous m'en parlez pas, les sujets ils passent pas. Non, ça marche pas comme ça. D'abord, t'écoutes, tu te positionnes. De temps en temps, tu lèves le doigt, mais vous avez pensé à gérer ce truc-là? Ah tiens, remarque pertinente. Ah, heureusement qu'il a parlé de ça. Et puis voilà, toi, tu montres que tu es là, tu présentes, machin et tout. Après, tu construis des réunions, des machins de cadrage, de ce que tu veux, la forme. Ça va beaucoup dépendre de ce que les gens sont prêts à encaisser et à suivre, mais voilà, c'est un peu le... Ok. Ouais, je suis pas très fort non plus sur la théorie de tel atelier Tel qui fonctionne rituel, dans tous les ouais. cas, tel rituel, ça dépend. Enfin, c'est différent dans chaque entreprise en fonction des gens. Ouais. Ok. Dans les entreprises, c'est différent. Ouais. Tu vois, entre... Ouais, mais c'est ça. effectivement, ouais, il peut y avoir différents types d'ateliers qui te permettent de cadrer ou même sur la partie très en amont d'audit et de cartographie, de faire des ateliers aussi pour aller dessiner sur les murs tous ensemble sur des paperboards. Là, il y a tel flux, telle donnée, tel workflow, tel process. Et après, ouais, sur la partie de, une fois que tu as défini ta cible et ta vision, je pense qu'il faut avoir un truc dans tous les cas un peu périodique pour présenter la vision, repartager la vision avec tous, leur dire pour rappel, c'est ça l'objectif, on y va step by step, d'abord ci, puis ça.
Donc d'avoir des comités, voilà, de la même façon qu'on présente une stratégie business à des commerciaux, une stratégie produit, bah là, c'est une stratégie tech sur comment aller restructurer dans le temps ton système, tes systèmes. Et donc, il faut représenter périodiquement cette vision à toutes les équipes pour être sûr qu'ils ne perdent pas le nord, quoi. Ouais, la transparence, encore une fois, est ultra Ouais. important. On a un but, c'est d'apporter de la vision et de l'urbanisation et des choses comme ça. Il faut que ce soit partagé parce que un architecte qui est tout en haut de sa tour et qui fait ses trucs tout seul, il a des super beaux schémas, des bons trucs, mais si personne ne sait ce qu'il fait, déjà, il n'y a aucune chance que ça aille dans la bonne direction. Et puis ce ne sera pas communiqué, ce ne sera pas partagé. Donc, effectivement, le feedback on a travaillé sur ça et le résultat, c'est ça, il est ultra important. Il y a Et une- puis quand tu es sur un truc sur le long terme, les gens, ils oublient, en fait. Ouais, Tu as en beau plus. avoir présenté une vision hyper claire que tout le monde a adoptée à un instant T, 6 mois après, tout le monde a oublié, Eux, quoi. ils ont la Donc, tête dans le guidon, hein, donc ouais. la vision d'entreprise. Ouais. On entend pas mal du coup architecte, mais aussi urbaniste, et tu parles d'urbanisation. Est-ce qu'il y a une différence? C'est pas le même métier, c'est la même chose? Alors, en fonction de là où tu es, des fois, l'urbanisme, c'est un gros mot. Ah, d'accord, ok. Là où je travaille actuellement, pareil, je donnerai pas de nom. C'est un gros mot. On l'a même retiré de notre titre officiel, parce qu'avant, on était D'accord. l'architecture et de l'urbanisme, mais maintenant, on fait que de l'architecture. C'est pas tout à fait pareil. L'urbanisme, c'est simplement t'assurer que tu fais pas différemment de ton copain. Si je résume un petit peu. Et ça se rapproche d'ailleurs beaucoup à l'urbanisme que tu peux avoir dans le bâtiment. Maintenant, ressembler à ton copain s'il fait n'importe quoi, bah vous êtes deux à faire n'importe quoi. Bon, c'est pour ça que l'urbanisme a un peu sa limite dans certaines visions. Bon, dans les faits, c'est un subtil mélange entre les deux. Des fois, c'est un peu n'importe quoi, mais des fois, c'est mieux d'avoir une fois n'importe quoi que deux fois des trucs pas fous. Tu vois, c'est plus facile à maintenir. Des fois, on se contente mieux de la même solution un peu moyenne que deux solutions un peu nazes ou. Enfin, bref. Ok. Ouais. Ça ne reste qu'un titre. Moi, j'avoue que Ça ne reste qu'un titre, ouais. hein, et en soi, C'est pas très parlant, finalement. Ok. Oui, ouais, c'est pour ça titre ouais, a que je pose changé la beaucoup de question. fois et finalement, Ouais. tu fais le même boulot. Donc, très important. Et alors, comment on fait une fois que voilà, tout ça est fait, entre, entre guillemets, on est arrivé déjà au bout de cette première phase. Comment on fait pour s'assurer que toutes les nouvelles initiatives qu'on a proposées ou même que les autres vont proposer ne se transforment pas en nouvelles dettes architecturales? Quelles sont les bonnes pratiques qu'on va inculquer dans les équipes pour éviter ce genre de choses? D'abord, Non, mais bah, c'est déjà un peu ce qu'on disait, en fait. Ouais. Enfin, c'est quand tu partages la vision régulièrement, déjà, tu t'assures que les gens ils restent focus sur les pratiques qui ont été validées avec tous. Après, Mm. ces pratiques, elles évoluent effectivement, donc il faut rester toujours ouvert aussi aux nouveaux éléments, aux nouvelles contraintes qui s'ajoutent, aux nouveaux objectifs qui sont imposés par le business. Voilà, tu fais aussi évoluer ta vision et tu dois toujours embarquer tout le monde avec toi. Faire de la ça, c'est- pédagogie. ça, C'est c'est beaucoup de ultra pédagogie, important ce que ouais. tu dis, c'est que la vision qu'on pose, la vision cible ou même la vision à court terme, elle est valable le temps qu'il n'y a pas quelque chose qui vient la challenger. Ou Dans même nos elle est déjà métiers, plus valable au moment où tu l'écris. déjà en général, Souvent. elle est déjà souvent plus valable au moment où tu l'écris. Et puis, c'est vrai que on est dans des métiers qui bougent très très vite, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité de manière générale. Donc, ce qu'on a besoin, c'est d'être capable de se auto-alimenter, s'auto-rediriger un petit peu. Normalement, si on n'a pas trop fait de mal notre boulot, c'est pas non plus des virages à 180, c'est plutôt des réalignements. On prend d'autres directions. Tiens, il y a un nouveau truc qui est sorti, on s'aligne plutôt par là, etc. Le business a un peu changé. Quoique ça peut arriver aussi, hein, des business qui font 180, on en a vu plein, mais. Et après, c'est de l'acculturation. C'est que si on fait assez bien notre boulot, on devrait plus le faire. En fait, l'objectif, un peu, je pense que c'est de dire, on doit faire passer un message, une méthode de travailler, une réflexion, quelque chose qui peut aussi être pris indépendamment à chaque niveau par les différentes personnes. Je parlais tout à l'heure des gens qui lèvent le doigt, mais c'est un peu ça, c'est de se dire, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive, il n'y a pas eu de réflexion de fond, que ce soit métier, technique, etc., d'être capable de lever la main et de dire, je crois qu'il y a un souci. À son échelle, potentiellement après à venir nous chercher, de dire, voilà, on a remonté ce sujet-là, mais je veux dire, même déjà à tous les niveaux, de dire, tiens, c'est bizarre, ça va pas trop dans les échanges qu'on a depuis quelque temps sur la direction, sur ce qu'on veut aller. Et ça passe aussi par le fait que notre message, il faut qu'il soit clair. Alors, il faut le répéter souvent, très souvent. C'est comme ça que ça rentre en général. Quand tu l'as répété 50 fois, à la 51e, ah oui, on fait comme ça parce que, ouais, ça, c'est un peu nos grosses victoires. Mais et c'est ça, après, c'est une boucle et c'est un cycle, hein.
une vision cible, comme tu dis, aller re-challenger, aller au mieux tous les 6 mois, on s'adapte parce que plus les mêmes budgets, plus les mêmes Ouais. business, et plus les mêmes choses. Donc, Après, on itère, on itère. il peut y avoir aussi des principes qui restent. Tu peux aussi être plus strict sur certains principes tant que ça reste suffisamment générique pour que ça perdure bien après dans le temps. Tu vois, tu peux dire par exemple, tous les échanges, tous les flux interapplicatifs doivent forcément passer par cette plateforme d'échange. La plateforme sur laquelle tu as de l'observabilité, où tu sais que ça scale en production, que tu as, voilà, t'as défini toutes tes conventions pour que ça marche bien et que ça permette de bien faire communiquer oui, tes applications. Ça, c'est une règle que tu peux écrire et qui peut vraiment rester dans le temps et qui normalement n'est pas non plus trop contraignante pour tes équipes en place. Si tu as bien choisi ta plateforme et qu'elle accepte les différentes solutions de ton écosystème, là, tu peux dire aussi, la cible, c'est que en infra, on soit tous on-prem sur Kubernetes ou alors à l'inverse, tous sur le cloud, AWS ou autre. Voilà, il y a quelques règles aussi que tu peux figer, que tu peux automatiser, qui font que c'est pas juste une doc ou juste une vision que tu présentes à tes équipes. C'est aussi vraiment un truc très tech, très concret. Et du coup, tu n'as pas le choix. Tu sais que, voilà, il y a une nouvelle application qui arrive. Elle est obligée de rentrer dans ce cadre. Si elle veut passer en prod, elle est obligée d'être sur cette infra. Pour être sur cette infra, il y a besoin d'avoir aussi de passer, je sais pas, par telle brique de sécurité et besoin de passer par tel process de déploiement automatisé avec de la CI/CD. Donc en fait, voilà, tu as aussi des contraintes techniques avec tes outils que tu as apportés qui vont aussi apporter un cadre plus strict. Voilà, où du coup, celui-là, tu as moins besoin de le présenter. De toute façon, les gens, ils n'ont pas le choix. S'ils ont envie de mettre leur nouvelle application en prod, ils n'ont qu'une seule possibilité. Ah ouais, c'est Ouais. ultra intéressant. Nous, on appelle ça le cadre de liberté. Alors, si tu étudies vraiment le truc, tu as Oui, cadre et il y a liberté cadre et en même liberté temps. dans la Exactement. phrase. Et en fait, c'est effectivement, c'est des principes, c'est des règles qui s'appliquent, plutôt techniques, très atomiques, pour que ce soit réutilisable, mais de dire, bah voilà, aujourd'hui, les bases de données autorisées, c'est ça, ça, ça. Hmm. Peut-être que demain, ça va évoluer, et à ce moment-là, on lève la main, on réétudie, on fait évoluer le cadre de liberté. Mais en l'occurrence, quand tu regardes le cadre de liberté, tu ne te poses pas de questions. Tu sais que la plateforme d'observabilité, c'est ça. Et ça doit exposer tel système pour pouvoir les métriques, les machins, les trucs. L'infrastructure, ça doit passer comme ça. Et ça, c'est des articles qu'on écrit nous, collégialement avec les ops, avec les techs, avec le CTO, parce que des fois, il y a des notions de licence, de cadre, de machin. Et ça te donne, effectivement, c'est des espèces d'éléments qui ne doivent pas changer, qui doivent, tu vois, dès que tu arrives avec une idée de quelque chose que tu veux faire entrer dans l'infrastructure, etc., bah déjà, si ça passe pas le cadre de liberté, déjà, il va falloir qu'on se voit. Si déjà ça rentre dans les grandes billes, bon, bah après, modulo, soit on doit passer dessus, soit tu es relativement confiant et tu vas pouvoir avancer juste en nous disant, bah voilà, on a fait ça, machin, ok, Ouais. ça marche. Mais déjà, effectivement, nous, c'est cadre de liberté. Ouais, chez un autre client, on a un truc un peu similaire. On appelle ça un référentiel de règles, quoi. Et c'est le référentiel de la Design Authority. La Design Authority étant un ensemble d'architectes sur les différents périmètres qui se retrouvent périodiquement pour justement définir ces standards et ces référentiels, quoi. Ok. Et on va pouvoir enfin parler un petit peu d'intelligence artificielle. Ouais, on attend ça depuis le début. Là, dans une ère où il y a beaucoup plus d'agentique, d'IA qui va être directement dans des agents, dans les infrastructures, dans le système d'information, est-ce que vous avez déjà identifié des risques particuliers qui accompagnent cette nouveauté des agents voilà, qui arrivent dans nos systèmes? Tu veux que j'y aille? Vas-y. Ça va surtout être très dépendant du cadre que tu as déjà dans ton système d'information. L'agentique, c'est un énorme moyen pour des techs, voire des non-techs, d'aller vite en prod, de faire des POC, des POV dans tous les sens, etc. Si tu as mis ce fameux cadre de liberté, si tu as mis un cadre, si tu as mis du contexte, etc., ça va être indolore. C'est juste que ça va aller beaucoup plus vite. On va faire beaucoup plus de choses, mais beaucoup plus de choses qui sont censées aller dans le bon sens. Si tu n'as pas beaucoup de cadres, si tu n'as pas beaucoup de garde-fous, de choses comme ça, bah, ça va juste empirer le phénomène qu'on parlait un petit peu au début, du shadow IT, des choses qui tournent chez quelqu'un, au fond, etc. Il y a une problématique qui est liée à ça, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'étape de foisonnement. Il y a de tout, On veut le dans mettre tous les partout. sens, ça change partout. Aujourd'hui, on n'a pas de besoin. On a une techno qu'on veut mettre.
tu vois, Oui. et on cherche le besoin après, plutôt que de dire j'ai une super idée. D'ailleurs, c'est là ce qui différencie les gros systèmes d'IA qui fonctionnent de ceux qui ne fonctionnent pas. C'est ceux qui sont venus avec une idée plutôt qu'une techno ont tendance à beaucoup plus marcher. Je pense que toutes les boîtes tous les gens qui travaillent vont avoir entendu parler du fameux chatbot à base de LLM qu'il faut mettre dans absolument partout. Qui n'est pas un besoin, qui n'est pas forcément voulu et qui peut poser problème. Bah, pour moi, ça va juste être un amplificateur, un reflet x5, x10 de ce qui se passe déjà dans ton SI. Si tu as des gens qui passent au travers des contraintes, des machins, etc., pour faire un peu ce qu'ils veulent, ça va juste être pire. Ça va être un enfer, tu n'arriveras pas à suivre parce qu'ils vont en avoir partout. À l'inverse, si tu as déjà un cadre, une structure, des gens qui suivent un peu les règles et qui sont capables de respecter ces différents principes, ça va juste conditionner. C'est des choses en fait qui sont prises en input de l'IA, de dire tu as respecté telle techno. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu prends ton IA agentique, tu lui files notre carte de liberté ou ton référentiel des règles, de ce que tu veux, tu mets ça dedans en pré-règle. Et ça se passe bien, tu vois. Ouais. Et hormis le fait de pinguer que tu as un truc qui tourne sur une machine au fond de la salle de la cafette, ça se passe pas trop mal. Après, c'est comme toute nouvelle techno. C'est effectivement, il y a un peu la course. On commence, enfin c'est tout récent, hein, il y a 3 ans, il se passait pas grand-chose, c'était le tout début. Là, on commence à avoir pas mal d'effets concrets, notamment dans nos métiers, on en parlait tout à l'heure, sur la rétrodocumentation pilotée par IA, pour bosser sur des systèmes qui sont certains en COBOL, certains qui ont 20 ans, en .NET, avec des versions qui sont très très vieilles, etc. Des équipes qui ont changé 1000 fois depuis que c'est sorti, c'est ultra pratique. On y voit beaucoup d'avantages, mais par contre, on voit aussi un peu les dérives de je vais mettre un chatbot, je vais mettre un truc poussé par l'IA. Se mettre de l'IA Qui coûte très juste cher. pour mettre de l'IA. Il y a un peu de ça. Hein. Tu te renseignes, tu as beaucoup de boîtes aujourd'hui qui. Alors, ça commence un peu à changer, hein, mais qui avaient des objectifs liés à la consommation de tokens. Si tu es un bon dev, tu dois consommer 100 000 tokens par jour. Sinon, oui, mais pour faire quoi? Je vais te générer des super images de chats qui dansent sur la plage, quoi. Je peux les consommer, les tokens. Et d'ailleurs, il y a des dérives qui sont passées comme ça. Je sais plus si c'était chez Amazon, etc. Qu'ils avaient des dashboards, vraiment des leaderboards d'utilisation de tokens sans aucun contrôle. Donc les mecs lançaient des prompts pour dire je suis arrivé premier, j'ai consommé 10 millions d'euros en tokens. C'est super. Bravo. T'as littéralement tué les bébés phoques sur la banquise, mais à part ça, c'est cool, quoi. Ouais. Non, mais effectivement, l'IA est globalement un accélérateur de tout. Donc, quand tu es dans un cadre très structuré qui marchait déjà bien avant sans IA, ça marche encore mieux avec de l'IA. Hein. Inversement, quand ça marchait pas bien, ça part encore plus dans tous les sens et ça t'accélère encore plus ton manque d'architecture où tout part dans tous les sens. Chacun fait son app dans son coin et tout ça. Après, tu parlais de risques aussi. Quels sont les risques ? Ça ajoute aussi des risques. Voilà, tout va plus vite, tout va beaucoup plus vite. Donc, les risques qui existaient avant, ils sont aussi augmentés et multipliés. La souveraineté des données, peut-être. Ouais, la souveraineté, tout ce qui est légal, réglementation, RGPD, tout ça. La cybersécurité aussi beaucoup. Hein. Quand on fait plus vite n'importe quoi, ça ouvre des failles dans tous les sens et on voit en ce moment des fuites de données partout. C'est en partie lié à ça, quoi, lié au développement qui vont trop vite et qui sont pas assez contrôlés avec l'IA. Bon, après, les hackers sont aussi aidés par l'IA. Ils sont aussi ça va dans les deux sens maintenant. Dans tous les sens. Ouais. Mais l'argent, parce que ça. Et puis voilà, il y a très vite, très cher. Et quand c'est pas mesuré, en disant, il y a plein d'exemples. Hein, je crois que c'était Starbucks qui avait sorti un petit assistant IA sans garde-fou, et puis tu pouvais littéralement lui demander de bosser pour toi dans le chatbot de Starbucks. Python, c'est bien. Quoi. Voilà, donc est-ce que tu peux me donner la règle parfait. Python, la fonction pour réduire telle matrice? Enfin, c'est bien, c'est les tokens des autres, donc c'est pratique. Mais on a les mêmes dérives partout, quoi. Ouais, c'est sûr. En plus, il y a un gros défaut quand même qu'a l'IA, c'est contrairement à notre bon vieux code, c'est que l'IA est non déterministique, quoi. Il y a plein de choses que on veut mettre l'IA partout, mais des choses qui seraient beaucoup plus simples et même adaptées à faire juste en codant quelque chose plutôt qu'en faisant confiance à ce que devrait normalement te retourner l'IA qui n'est jamais sûr à 100%. Donc, il y a aussi ce sujet-là à faire attention à pas juste le mettre partout parce que juste c'est l'IA et que c'est la mode. Mais du coup, vous, dans votre métier aussi au quotidien, est-ce que ça vous aide pour vous aider, on parlait au début de cartographier des systèmes, est-ce que ça vous permet d'aller plus vite
sur toute cette phase au début, cartographier, auditer, et voir un petit peu tout le système actuel où il en est. Ensuite, vous aider à vous projeter sur qu'est-ce que ça pourrait être plus tard. Et ça vous permet aussi d'aller plus vite. Oui. Oui, je pense. Après, peut-être pas sur tout. Sur l'analyse effectivement de l'existant, quand on a une grosse base documentaire, ça peut aider à synthétiser une base documentaire existante. Sur de l'analyse de code, sur de l'audit de code, là pareil, ça permet de faire du reverse engineering beaucoup plus facilement, ou de l'audit de sécurité, ou pour aller identifier des flux entre des applications. Ensuite, pour aller documenter la vision et les règles et ton référentiel de règles que tu as envie de communiquer à tous, là aussi, ça permet d'aller un peu plus vite pour produire du contenu. Souvent, en tout cas dans les gros groupes, on ne va pas inventer une architecture exotique. On va recommander des standards qui sont des standards déjà adoptés. D'ailleurs, c'est aussi un peu une tendance avec l'IA, c'est qu'on produit tous un peu la même chose, on fait tous les mêmes slides, on fait tous les mêmes docs d'architecture avec les mêmes recommandations, mais il y a quand même une base qui est commune, qui est un peu le gros standard mondial que tout le monde peut un peu suivre. Ça te permet déjà de produire ton premier 50% de règles déjà un peu automatiquement, et après tu fais le spécifique à ton contexte d'entreprise où l'IA aide aussi, mais a plus besoin de tes inputs quand même pour produire quelque chose. Globalement, l'IA aide beaucoup sur tout, sur toutes les actions qu'on fait. C'est un accélérateur de toute action. Sur la rédaction, beaucoup. Sur la recherche aussi. Je sais pas comment tu bosses, mais moi, je prends énormément de notes qui sont d'ailleurs souvent pas très structurées, souvent un peu bordéliques. Parce que pendant les réunions, pendant des flux d'échange, des machins, tu penses à un truc, tu le notes, etc. Et c'est vrai que ce petit coup de... je l'ai encore fait il y a pas très très longtemps. Tu as un projet qui a un historique de 30 ou 40 réunions, tu as fait de la prise de notes et de remettre un petit coup d'IA, tu dis bon, allez, tu me refais toute la timeline avec toutes les décisions, tout ce qu'on s'est dit, les points bloquants, les participants, ce qu'ils font, etc. Quand tu travailles encore une fois dans des SI où tu as 100, 200, 300 interlocuteurs, tu es content de retrouver au début, tu vois, ce petit document où on te dit, tiens, c'est telle personne qui est responsable du système d'encaissement, qui fait ce truc-là, qui fait machin et tout. C'est un gain de temps, tu vois, plutôt que d'aller rechercher toi-même, à faire un contre-relève dans tes notes, si tu as bien noté le truc, sans faute, sans machin. Moi, c'est beaucoup de l'aide rédactionnelle. Sur la réflexion, pas tant que ça. Parce un peu sur le benchmark quand même. Sur le benchmark, Genre, sur le benchmark, c'est pas trop mal. J'ai telle problématique, tel contexte, telle contrainte. Quelles sont les solutions avec avantages et inconvénients de chaque ça marche solution. pas trop mal. Ça marche pas mal. Ça marche plutôt bien. Ouais. Et ça évite de passer par des cabinets de conseil qui te prennent une fortune pour te faire la même slide que tu fais l'IA en 3 minutes. Qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes fait avec de l'IA en 5 minutes. Donc c'est vrai que le côté, tiens, je veux monter un moteur e-commerce, c'est quoi les 3 solutions et les avantages et les inconvénients? Bon, un audit, ça coûte 5 000 balles. Claude Code, c'est 25 $. T'as à peu près le même résultat. Donc, c'est clair. Là-dessus, on gagne un peu. J'ai 2 dernières questions pour vous. La première, c'est comment est-ce qu'on mesure le succès d'une mission d'architecture qu'on a effectuée chez un client? Si c'est mesurable déjà. Mesurable, oui, je pense que c'est mesurable. Alors, c'est mesurable au feeling. Je pense que c'est difficilement mesurable avec des indicateurs qui seraient fixes. Mais je pense que si par rapport à il y a 1 an ou 2, tu veux faire un projet de transformation et que tu passes pas 3 mois de cadrage, c'est que tu as bien fait ton boulot. Je pense que le bon indicateur, c'est de dire quand tu cherches une information et que tu arrives à la trouver et que tu arrives à comprendre pourquoi tu as fait des choses il y a 3, 4, 5, 6 ans, je pense que déjà, tu lèves les mains, tu dis « Ok, mon boulot est pas trop mal. » C'est déjà plutôt bien fait. Et puis après, encore une fois, je pense que si tu as réussi à faire de l'acculturation dans l'écosystème avec lequel tu travailles, et que finalement, si un jour tu pars 3 semaines en vacances et que tout s'écroule pas, pareil, je pense que tu peux considérer que tu as mis en place une mécanique. Je reviens encore sur l'histoire de mon responsable métier qui arrive, qui lève le doigt, il dit il y a peut-être un souci. C'est des petites choses, tu vois, de dire quand les gens sont capables d'eux-mêmes de venir te voir en disant je crois qu'il y a un souci, je crois qu'il y a un truc qu'on n'a pas fait correctement, etc., ou qui va pas bien. Moi, je le considère déjà comme ayant un impact positif sur le truc. Ouais. Okay. Après, moi, j'aime bien les petits indicateurs, les quick wins court terme, du genre, il y a quelqu'un qui a lu ta doc. Oui. C'est pas si évident, mine de rien. Ouais. Quand il y a quelqu'un qui te renvoie un lien de ta doc, ah, j'ai vu ça, ça m'a très bien expliqué, j'ai bien compris. Et d'ailleurs, j'ai une question. Tu utilises Confluence, tu as les mesures d'audience. C'est vrai que c'est un peu ton petit dashboard. Tu regardes tes pages et tu dis, wow, ok, celle-là, il y a eu 15 personnes qui l'ont lu. Les gens lisent.
les gens lisent. Ça arrive. Ils sont peut-être pas d'accord, mais en tout cas, ils ont lu. Ouais. Et après, ouais, un peu sur le delivery quand même aussi, le nombre de projets qui ont bien été délivrés dans les temps, dans les respects des contraintes, qui peut-être ont été livrés plus rapidement qu'un projet similaire l'année précédente avant que tu Mm. sois là, tu vois, par exemple. Il peut y avoir des petits indicateurs comme ça. Après, ouais, effectivement, sur ce type de poste, en tout cas encore aujourd'hui, c'est beaucoup c'est de la C'est la satisfaction satisfaction, ouais, client, complètement. quoi. On Donc, pourrait faire de l'avis si ton vérifié. chef est content, Si les gens avec lesquels tu travailles sont contents, te dire tiens, avant on aurait galéré à faire ce truc-là, aujourd'hui bon, on n'est pas d'accord, mais au moins ça va vite, et on est content, c'est bien. Ok. Et dernière question pour vous, peut-être un peu risquée, vu qu'on parlait de, on parlait de on va se mouiller un peu. Selon vous, dans les 3 ans, à quoi est-ce que ça ressemble? Est-ce que c'est différent, le métier d'architecte et même l'architecture des systèmes d'information à une ère où il y aura sûrement encore plus déjà d'agentique, beaucoup plus d'automatisation dans tous les sens. Est-ce que c'est différent? Est-ce que le métier évolue d'ici 3 ans? Moi, je vais te faire une réponse très simple. Je travaille encore avec des produits qui sont en COBOL. Très bien, donc non. Donc, si tu veux, ma vision à 3 ans, elle est relativement sereine. Ok. Pas de grands changements. Non, pas de grands changements. Puis en plus, c'est compliqué. On n'a pas beaucoup d'historique, on n'a pas beaucoup de vues. Je pense qu'on est très haut dans la bulle. Je pense Oui, que aussi, quand on ouais. va commencer aussi à payer le vrai coût des tokens, on en rediscutera, mais je pense qu'on va perdre quand même pas mal de vélocité sur l'IA et sur les choses qui sont faites un peu par tout le monde. Donc non, je pense que sur une échelle aussi grande, enfin c'est pareil, c'est toujours pareil, ça dépend de la taille des structures. Sur les petites startups et les scale-up, oui, ça peut avoir un impact de croissance. Sur des grands groupes, on parle avec 500 000 personnes, voire beaucoup plus. Ouais. Ouais, c'est déjà très compliqué de bouger. Alors, t'imagines bien que l'IA, déjà rien que l'adoption de l'IA, des fois, c'est un sujet. Donc, alors que Ouais. les gens, des fois, ont tendance à. Il y a de la réglementation interne. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? On y va comment? On autorise? On fait quoi? Il y a- C'est clair. Ouais. Dans T'es 3 ans, on d'accord est pareil. ouais, globalement, la vision est très difficile à deviner, là, C'est comme sûr. ça, à 3 ans. Même à 1 an, en fait, tout évolue tellement vite avec ces outils. Après, bah, c'est génial, ça permet de faire une tonne de choses. Il faut adopter, structurer sa façon de travailler autour de cet outil un peu magique qui révolutionne tout, c'est sûr. Après, effectivement, on a toujours été dans un monde à plusieurs vitesses. L'accélérateur qu'elle y a creuse aussi l'écart entre les extrêmes, entre effectivement les vieux groupes qui ont déjà raté leur move to cloud il y a 10 ans et qui ont déjà raté leur passage à l'agilité, à leur organisation produit, voilà, tous ces concepts-là il y a 10 ans, ils ont voilà, Va déjà falloir passer beaucoup au-dessus. trop de retard Ouais. pour suivre l'IA. Et voilà, pour arriver à un bon usage de l'IA, ils doivent déjà rattraper leur retard d'avant, ils doivent déjà restructurer leurs données pour construire La data, un ouais. contexte structuré pour pouvoir exploiter l'IA. Donc ouais, effectivement, voilà, il y a des startups qui vont faire 1 milliard de trucs, il y en a une partie qui vont pas marcher. Pareil, il y a des PME qui vont maximiser leur productivité dans l'IA et qui peut-être demain n'arriveront pas à payer les tokens pour faire la même chose. Et à côté, il y a des grands groupes qui vont pas bouger très vite, quoi. Donc voilà, nos métiers vont rester encore longtemps, c'est sûr. Même Moi, s'ils changent, Ouais. même si voilà, il y a, Le temps il y a d'arriver de à la nouvelles vision cible. choses, il y a un nouveau challenge, ça fait du bien. Mais, Oui. Il faut arriver jusqu'à la vision cible. C'est Loin, voilà, loin, c'est très loin, loin. loin. Oula, oui. C'est très loin, très loin. Et tant mieux. Super. Et bah déjà, merci à vous d'être venu pour me parler un petit peu d'architecture de SI et me partager un petit peu votre expérience au quotidien dans vos métiers et chez vos clients. C'était super intéressant. Je pense qu'on a un épisode en plus qui est bien velu, là, qui est bien fourni, donc c'est cool. Et surtout, merci à tout le monde de nous avoir suivis jusqu'ici sur ce dernier épisode de l'Astrocast. On espère se revoir très vite pour un nouveau sujet avec encore des nouveaux invités. Voilà, merci encore et à très bientôt. Salut! merci à Salut. toi. Salut.